Bonjour, bienvenue dans Point de vue, ravi de vous retrouver en direct sur le Figaro TV en ce mercredi 21 mai. Au sommaire de notre émission aujourd'hui, depuis une demi-heure, se tient à l'Élysée, autour du président de la République, un conseil de défense et de sécurité nationale. Sur la table, un rapport choc sur l'entrisme des frères musulmans, un rapport qui dresse un état des lieux sur la menace et sur l'influence des frères musulmans. Des propositions pour lutter contre doivent être faites à l'issue du conseil. Christophe Cornevin, journaliste au Figaro, sera avec moi dans un instant avec son confrère Jean Kikizola. Ils ont dévoilé en avant-première les grandes lignes du rapport. Et puis je serai avec l'ancien préfet Michel Aubouin. Il nous donnera son point de vue sur le sujet. La proposition de loi sur la fin de vie est toujours en débat à l'Assemblée nationale. Claire Fourcade, la présidente de la Société de soins palliatifs, sera avec nous en plateau. Et puis en fin d'émission, je recevrai le grand historien Olivier Vivorca. Il co-signe avec le général Benoît Durieux un livre sur les grands penseurs de la stratégie militaire. Voilà, vous avez le programme. Point de vue, c'est parti. Bonjour Christophe Cornevin. Bonjour Anne-Emmanuel. Vous êtes journaliste au service Société du Figaro. Vous suivez les questions notamment de renseignement, de terrorisme. Alors, depuis ce matin, depuis même une demi-heure, depuis 11h30, se tient à l'Élysée un conseil supérieur, le Conseil supérieur de défense et sécurité nationale, autour du président de la République. Le sujet sur la table, c'est un rapport commandé, un rapport choc sur les frères musulmans avec votre confrère Jean Kikizola. Vous êtes procuré, vous, Christophe Cornevin, ce rapport en exclusivité, un rapport qui dresse un tableau édifiant, celui d'une France minée par l'entrisme des frères musulmans. Oui, en fait, ça offre un tableau assez saisissant d'une organisation tentaculaire qui noyote complètement les infrastructures de l'intérieur pour les faire muter, pour imposer des règles qui ne sont pas celles de la société française. Pour aller sur quel projet, donc ? Eh bien, pour un projet extrêmement violent et radical, qui est celui de l'instauration de la charia et d'un État islamique en France. La charia envisagée au-dessus des lois de la République. Exactement. En quelques mots, les frères musulmans, c'est qui ? C'est quoi ? Les frères musulmans, c'est une association qui est née en Égypte juste avant les années 30 et qui s'est installée en France en 70, qui est une organisation secrète, qui est une organisation qui prône l'islam radical, qui est vraiment en faveur ce qu'on appelle une orthopraxie, c'est-à-dire une lecture extrêmement rigoriste des règles de l'islam, le port du voile, le port de la barbe, les commerces communautaires, c'est-à-dire la non-mixité. La non-mixité, c'est-à-dire une volonté d'encadrer la vie du musulman de sa naissance à sa mort. Sur tous les sujets. Le rapport, il a été rédigé par qui et comment les auteurs ont procédé Alors en fait, le rapport, il a été rédigé par deux personnes dont on ne peut pas donner le nom parce qu'ils sont menacés. D'habitude, les noms sont publics. Oui, mais là, en fait, c'est un rapport qui a été classifié, donc qui a été qualifié secret défense. Et en plus, les deux auteurs, donc un diplomate et un préfet, on ne peut pas donner leur nom parce qu'ils ont des menaces. En revanche, il y a eu un boulot énorme qui a été consenti pour le réaliser, c'est-à-dire qu'ils ont vu une quarantaine d'universitaires, ils ont brassé un nombre important de notes de renseignement de différents services. Ils ont vu 4 pays, ils sont allés à l'étranger, ils ont fait du benchmarking, ils ont regardé un peu comment ça se passait et ils ont surtout après regardé ce qui se passait en France, et ce qui se passe en France est proprement vertigineux. C'est-à-dire, alors justement, que dans les grandes lignes, et vous avez eu accès au rapport déclassifié, c'est ça, les 73 pages. Voilà, en fait, c'est un rapport allégé, mais qui est quand même extrêmement documenté. Alors, je ne vais pas vous agonir de chiffres, mais en gros, on se rend compte qu'il y a il y a 139 mosquées radicales qui dépendent des frères musulmans, 280 associations, qui a un noyau central de 400 à 1000 personnes qui sont triées sur le volet, qui sont une espèce de gouvernement un peu fantôme, mais qui, dont tous les membres sont... Pardon de vous couper, la stratégie des frères musulmans, ça fait partie de leur ADN, c'est d'avancer masqué, c'est bien ça. Ouais, en fait,
il y a eu le djihadisme, qui est une espèce de pratique violente de l'islam radical. Il y a eu le séparatisme, qui faisait que les musulmans radicaux essayaient de vivre dans des poches autarciques, en dehors de la société française. Les frères musulmans, eux, ils font l'entrisme. C'est-à-dire qu'eux veulent rentrer dans la société par le bas, c'est-à-dire rentrer dans les associations sportives, rentrer dans les conseils municipaux, etc., pour monter et prendre le pouvoir de l'intérieur, et après imposer leurs propres règles qui sont contraires à celles de la République. En même temps, Christophe Cornevin, le sujet est absolument pas nouveau. Il y a 20 ans, des livres documentaient déjà cette présence des frères musulmans. Je pense au livre, le titre est particulièrement parlant, Les islamistes sont déjà là, signé par Christophe Deloire, Christophe Dubois. C'est un livre qui est paru de mémoire en 2004-2005. Oui, et puis il y a aussi, on peut aussi mentionner les travaux évidemment de Madame Bergeau-Blacker. Bien sûr. Mais l'intérêt de ce rapport, à mon sens, est qu'il apporte des sources qui étaient pas rendues publiques jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que, par exemple, on ignorait qu'il y avait 815 écoles coraniques qui couvraient l'ensemble du territoire, que plus d'une vingtaine d'établissements sont complètement noyautés par les frères musulmans, et que le sport lui-même est pris en charge, qu'il y a 20 000 gamins qui sont formés à l'islam radical. Ça, c'est le fruit de notes de renseignement, notamment du renseignement territorial, pour ne pas le citer. Merci Christophe Cornevin de nous avoir brossé les grandes lignes de ce rapport, et puis on va vous lire aujourd'hui et demain, puisqu'on attend à l'issue de ce conseil qui est actuellement en cours, les préconisations du conseil justement pour lutter contre la menace. On continue cette conversation avec l'ancien préfet Michel Auboin avant qu'il me rejoigne sur le plateau. Je vous propose d'écouter Bruno Retailleau sur le plateau de l'émission du Figaro TV Esprit Libre. Il a parlé de ses craintes, celle de voir entrer les frères musulmans sur les listes des prochaines élections municipales. Je vous propose d'écouter le ministre de l'Intérieur, c'était le 30 avril dernier. Ce qui me fait un peu peur, moi aussi, c'est que nous sommes à 1 an à peine des élections municipales, et je sais parfaitement qu'il va y avoir des volontés d'entrer dans des listes municipales avec un discours qui est très clair, et que ces gens-là vont tenir à droite comme à gauche. Écoutez, vous nous prenez 2 ou 3, et puis nous, on vous apporte un paquet de voix de nos quartiers. Et c'est ça qui est terrible. Et c'est un danger qui est un danger global. Donc le rapport établit parfaitement le caractère anti-républicain, le caractère subversif, il établit la menace et il expose un certain nombre de moyens pour y remédier. Le premier de ces moyens, du reste, c'est la connaissance. Voilà. C'est la transparence. Dire les choses telles qu'elles sont dans le grand public pour que nous sommes dans une démocratie, ce soit connu, ce soit su, ce soit débattu, ce soit discuté. Bonjour Michel Auboin. Bonjour. Vous êtes un ancien préfet, vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, dont 40 ans dans les cités et le défi d'être français. L'islamisme, l'entrisme, c'est un sujet que vous connaissez bien. Vous avez pris connaissance de ce rapport dont mes confrères Christophe Cornevin, qui était là à l'instant, et Jean-Kiki Zola ont dévoilé les grandes lignes. Quelle est votre première réaction à la lecture de ce rapport ? Alors d'abord, c'est un rapport utile. Oui. D'ailleurs, le ministre l'a dit à l'instant, c'est-à-dire que, évidemment, les frères musulmans sont connus depuis très longtemps, clairement. D'ailleurs, vous l'avez dit tout à l'heure, à juste raison. Il y a 20 ans déjà, c'était assez documenté. C'est très documenté, mais le fait de dire assez précisément la façon dont les frères musulmans s'organisent en France, ça, je pense que c'était intéressant. En plus, c'est un rapport officiel qui vient du ministère de l'Intérieur, donc qui ne peut pas susciter de polémique, quoi. Donc, je crois que c'était aussi un bon moment pour le sortir. Donc il a une vocation aussi à faire rentrer un peu plus dans la sphère publique, dans le débat public, des éléments très factuels. C'est ça son principal intérêt, ou je pense. Je suis pas à l'origine de la sortie de ce document, mais j'imagine à écouter le ministre qu'il s'agit de ça. On fait beaucoup de rapports au ministère de l'Intérieur, en particulier dans les services de renseignement, mais pas que. Et beaucoup de rapports, c'est vrai, servent surtout à l'information du gouvernement, pas trop à l'information du public. Je pense que pour la démocratie, c'est
plutôt bien que de temps en temps des rapports soient rendus publics. C'est une façon mais c'est aussi une façon d'ailleurs d'amener les politiques eux-mêmes à réfléchir et à trouver des solutions avant que la situation ne s'aggrave davantage. Pour vous, l'opinion publique n'est pas assez au courant, pas assez au fait, ou elle est... l'opinion publique, elle est face à un sujet qu'elle n'arrive pas à connaître en détail. Parce que quand vous parlez de l'islam intégriste dans ce pays, en fait, vous ne savez pas très bien qui sont les structures dont vous parlez. Vous avez un pays, notre pays comporte des millions de musulmans pratiquants qui appartiennent souvent d'ailleurs à ce qu'on appelle l'islam consulaire, donc qui fréquentent des mosquées marocaines, des mosquées algériennes, des mosquées turques, etc. Et puis vous avez une petite frange qui est l'islam intégriste, qui lui progresse parmi les jeunes, et c'est un peu ça le sujet. Et donc dans l'islam intégriste, on avait il y a quelques années, on avait le Tabligh, on avait les salafistes, on avait les cellules dormantes d'Al-Qaïda, etc. On avait et puis on avait les frères musulmans. Et les frères musulmans étaient les moins visibles de tous, puisqu'en fait ils s'adressaient plutôt à une frange intellectuelle, si je peux dire, de la jeunesse, et donc on les a pas vus vraiment s'installer. Vous vous souvenez sans doute de Tariq Ramadan. J'avais évoqué son nom. Oui. Tariq Ramadan qui avait une grande... Petit-fils du fondateur de ce mouvement, de cette confrérie. Et qui revendiquait un certain recul par rapport à son grand-père. Mais comme tous ces gens-là pratiquent la taqiyya en permanence, on ne sait jamais si... la dissimulation. Exactement, si ce qu'ils disent est fondé ou pas. Et donc, Tariq Ramadan avait une grande influence dans le monde intellectuel musulman, peut-être même au-delà d'ailleurs. Et j'ai connu beaucoup de gens autour de moi qui suivaient ses prêches, qui lisaient ses livres, etc. Donc il était... il est sorti de la scène publique pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec la religion. D'une certaine façon, c'est tant mieux d'ailleurs, mais cette idéologie-là, puisque c'est aussi une idéologie, elle est quand même assez présente. Alors les frères musulmans, eux, ils sont organisés depuis longtemps, et puis en France, ils ont... Quelle est la réalité des frères musulmans, de la présence en nombre? Ce que révèle le rapport, c'est en fait, c'est pas un nombre très important, puisque on estime que environ... c'est ça, un petit millier de militants. Mais c'est assez difficile de comprendre. C'est organisé en confrérie. Donc il y a un côté très secret, il y a un côté cellule, il n'y a pas d'organisation. C'est assez compliqué de comprendre comment ils fonctionnent. Puis aujourd'hui, évidemment, avec les réseaux sociaux, tout ça circule assez facilement. Donc le système de confrérie est assez compliqué pour nous à déterminer. Qu'est-ce que vous attendez à l'issue de ce conseil? On attend justement des préconisations. On a un grand souci, je pense, puisqu'en fait, ils pratiquent l'entrisme, c'est l'entrisme des frères musulmans dans les mouvements politiques, ou syndicaux d'ailleurs, ou associatifs. Alors dans les mouvements politiques, c'est un peu... C'est assez récent dans les mouvements politiques, ils étaient plutôt sur les associations caritatives, les jeunes, le sport, c'est ça? Ils ont beaucoup gagné par les associations caritatives, d'ailleurs globalement l'islam militant, pas que les intégristes, gagnent beaucoup sur les associations caritatives parce qu'ils rendent des services, et donc effectivement les gens les trouvent sympathiques, et ils se déploient sur ce mode-là. Dans les structures politiques, c'est quand même un phénomène assez récent. Moi d'ailleurs, je m'étais trompé en 2020 parce que j'avais écrit l'article en disant qu'on les verrait apparaître dans les élections municipales, et en fait ça n'a pas été le cas. Mais on arrive à la veille de nouvelles élections. C'est ça, vous craignez? Oui. En 2020, c'était plus la menace des mouvements turcs d'ailleurs, qui avait été pointée. On avait aussi la menace des mouvements turcs, mais on commençait à voir aussi des militants. Parce que la population touchée par les frères musulmans, c'est pas du tout la population ouvrière d'un islam d'origine marocaine, comme on a beaucoup connu, et la population qui fréquente les mosquées. Là, on touche quand même des jeunes gens qui sont plutôt éduqués, qui parfois ont d'excellentes situations, qui sont enseignants quelquefois, médecins, etc., et qui sont assez sensibles à ces discours. Donc ces gens-là sont difficiles à cerner, et puis quand on les rencontre, ils ont un caractère très intégré, etc. Donc c'est assez compliqué de les repérer. L'expression n'est pas tout à fait la bonne, mais enfin c'est difficile d'identifier. Voilà,
le terme est plus juste. Quand on les rencontre à titre personnel, c'est toujours difficile. Et d'ailleurs, ça crée aujourd'hui une vraie difficulté parce que lorsque vous rencontrez un musulman tout à fait ordinaire, vous avez toujours un petit doute à l'esprit. Est-ce qu'il est vraiment un musulman ordinaire qui pratique l'islam et qui n'a pas de visée politique, ou est-ce qu'il ne cache pas autre chose? Vous vous souvenez, l'entrisme, c'est une vieille affaire en France. Vous vous rappelez les mouvements d'extrême gauche, le trotskisme qui avait pratiqué l'entrisme dans les mouvements syndicaux, par exemple, jusqu'à arriver maintenant dans les mouvements politiques. Et ces gens-là, avec peu de gens, étaient quand même arrivés à faire basculer des grandes centrales comme la FO, par exemple. Donc là, c'est exactement la même technique. Ils ne sont pas très nombreux, mais ils sont très présents. Ils montent très vite dans les structures et effectivement, en 2026, on pourrait les voir commencer à se présenter sur des listes ou à la tête de listes pour des élections municipales. Là, c'est assez. Franchement, ça serait quand même pour l'édifice de la République une situation très compliquée. Alors, l'autre, avant d'avoir votre avis sur comment on peut lutter contre, l'autre point, c'est les écoles, bien sûr, c'est la jeunesse, les enfants, c'est là où il faut consacrer tous ces efforts. Oui. Et les réseaux sociaux, vous l'avez évoqué. Ouais, c'est pas facile à faire parce que on a le système des écoles coraniques qui échappe complètement à l'éducation, puisque ça se fait en dehors du temps scolaire. On compte beaucoup, sans doute, des milliers d'écoles coraniques en France. On a 2500 grandes mosquées, toutes ont des écoles coraniques. Donc on a quand même un grand mouvement. Mais l'État ne surveille pas ce qui est dit enseigné dans ces écoles. Oui, parce que c'est sous statut associatif, donc c'est la liberté d'association. C'est assez vrai que la France est un peu, alourdie par ses règles habituelles sur la liberté, etc. Donc à un moment, il faut remettre un peu de droit dans les libertés. Et là, la liberté est quand même très grande, dès lors que c'est pas pendant le temps scolaire. On a une autre difficulté, et là où on a des avis différents, c'est la façon dont l'éducation nationale pourrait reprendre en main une partie de ses enfants en leur enseignant l'arabe. Alors les avis sont partagés. Moi, je suis plutôt d'avis. Quel est votre point de vue sur cette question de l'enseignement de l'arabe? L'intérêt, c'est que ça ne place pas les enfants dans une situation d'opposition par rapport à l'école. Donc vous êtes plutôt pour l'enseignement de l'arabe? Ouais. Parce que je suis pour, mais je vois bien que l'avis général est plutôt contre. Quel serait, à vos yeux, le principal intérêt? C'est le même intérêt que d'apprendre l'anglais, que d'apprendre l'allemand, etc. On a quand même une population qui parle, ou pense parler d'ailleurs l'arabe. C'est finalement occuper le terrain aussi, c'est ça? Et c'est une façon d'occuper le terrain pour la République. Et puis peut-être de banaliser, parce que c'est devenu, moi j'entends des conversations dans les collèges, les enfants, pour eux, l'arabe devient plutôt une sorte de langue sacrée, etc. Bon, si la République s'en mêlait un peu, peut-être que ça banaliserait un peu. Et du coup, je ne dis pas qu'il faut parler de l'islam, je parle juste de la langue arabe, évidemment. D'un enseignement comme l'anglais, l'italien. Mais ça deviendrait une langue comme une autre. Comment on lutte contre cet entrisme? Qu'est-ce qu'il faut faire il faut faire des lois, il faut faire du droit, il faut dire... Mais il faut appliquer aussi. Oui, bien sûr, mais il faut déjà dire ce qui est autorisé, ce qui est interdit. On l'a vu avec le port du voile dans les matchs de sport, etc. Donc il y a un moment, il faut faire des règles, quoi. Il faut dire la France n'autorise pas, non pas pour des raisons religieuses, mais juste pour des principes généraux, n'autorise pas telle ou telle pratique. Ça vaut pour toute une série de choses, parce que c'est la vie quotidienne aussi qui est concernée. Qui est visée par les frères musulmans. Oui, c'est assez clair. Donc c'est le vêtement, c'est sûr, mais c'est aussi la viande de porc que vous trouvez plus dans certains supermarchés, mais c'est aussi, donc d'une certaine façon, c'est aussi la musique qui va bientôt être interdite, c'est certaines couleurs qui sont devenues interdites. Haram, oui. Donc, petit à petit, cette emprise, Christophe Cornevin le disait à l'instant, c'est une immersion qui arrive par le bas, et on s'en rend pas compte parce que c'est du quotidien. C'est à bas bruit, c'est ça? Ouais, c'est à bas bruit. Ouais. Je trouvais que l'expression était assez juste. C'est à bas bruit, on s'en rend pas compte, c'est quotidien. Vous n'êtes pas aperçu déjà qu'aujourd'hui vous mangez la viande halal, parce que du coup c'est plus facile de tuer tous les animaux en viande halal que de faire deux chaînes de
de traitement des animaux sur les et donc tout ça se fait à bas bruit et vous vous apercevez pas que c'est, même si on s'en fiche, la viande a le même goût, mais quand même quoi, c'est quand même à chaque fois des pans entiers de notre culture qui sont en train de s'effondrer. Est-ce qu'il n'est pas trop tard pour combattre cette menace? Non, je crois pas. Non, vous êtes optimiste? Je pense pas. Non, parce que même si je lisais sur le rapport, donc 159 lieux de culte sur 2500. C'est beaucoup, mais en même temps, on peut encore reprendre des choses en main. Je pense que il faut traiter avec. Moi, je pense qu'il faut traiter avec l'islam des mosquées et l'islam consulaire. Je pense que la France a tort de faire de l'islam un grand ensemble. Elle a eu tort d'écrire un conseil des musulmans de France. La seule idée qui vaille, de mon point de vue, c'est traiter avec le groupe des mosquées marocaines, algériennes, plus compliqué actuellement, mais enfin, turques, pourquoi pas, et trouver des règles du jeu et faire en sorte que cet islam intégriste soit contenu. Il faut reconquérir, vous diriez, les cerveaux et les cœurs, c'est ça, et les ramener dans le giron de la République. Exactement. Merci Michel Auboin d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes l'auteur notamment du défi d'être français. Merci d'avoir été avec nous. On passe à un tout autre sujet. On suit, vous le savez, tout au long de cette semaine, la loi sur la fin de vie qui est toujours débattue à l'Assemblée nationale. Un vote solennel est prévu le 27 mai prochain. Marie Dehenzel, psychologue, grande spécialiste de la fin de vie, était sur notre plateau hier. Je vous propose de l'écouter, puis on se retrouve ensuite avec la présidente de la Société française des soins palliatifs, Claire Fourcade. J'ai d'abord demandé à ce qu'il y ait un délit d'incitation au suicide. Parce qu'il y avait, je me souviens très bien, Jérôme Guedj, qui est du Parti Socialiste, qui avait demandé un délit d'entrave. Or, ce délit d'entrave, on sait aujourd'hui à quel point il est contesté, puisque les psychiatres se disent, mais alors, si nous empêchons quelqu'un de se suicider, nous risquons de la prison, nous risquons une amende très forte. Donc, pour équilibrer cela, j'avais demandé un délit d'incitation au suicide, parce que je sais que l'incitation, elle peut être tout à fait subtile. On fait comprendre à un parent âgé que ce serait peut-être bien, au fond, qu'il ait l'élégance de partir, parce qu'on vendrait sa maison. Enfin, je veux dire, des choses que, je vous assure, qui ne sont pas du tout de l'utopie. C'est des choses que l'on entend. Ce délit d'incitation au suicide protégerait des personnes. Or, ce que je constate quand même, c'est que tous les amendements qui sont destinés à protéger les personnes vulnérables, ils sont tous refusés. Bonjour Claire Fourcade. Bonjour. Vous êtes médecin en soins palliatifs à Narbonne dans l'Ariège et vous êtes par ailleurs la présidente de la SFAP. La SFAP, c'est la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs. Concrètement, vous regroupez 10 000 soignants, c'est ça, et 6 000 bénévoles autour de vous. Alors, je le disais, le débat sur la loi fin de vie est dans sa deuxième semaine de débat justement à l'Assemblée nationale. Vous, Claire Fourcade, vous êtes contre cette loi. Dans quel état d'esprit là vous êtes alors qu'on est dans cette deuxième semaine de débat à l'Assemblée nationale ? Alors, vigilance d'abord, on suit les débats au fur et à mesure, puisque sur chaque amendement, c'est des choses qui peuvent paraître petites, parfois pour les députés qui votent ou pour ceux qui écoutent, sont pour nous des changements majeurs de notre quotidien. Et donc, on voit avec beaucoup d'inquiétude, je trouve, se débattre ce qui est notre avenir. Cette loi, si elle passe, on va vivre avec pendant des années. Et donc, chaque imprécision, chaque basculement représente pour nous des changements parfois très importants. Et donc c'est une période difficile. Oui, parce qu'à la fin du il y aura, la loi sera votée et vous aurez comme finalement une sorte de feuille de route qu'il faudra bien appliquer et vous dépatouiller, si je puis dire, avec ce qui aura été voté. C'est ça au final, pour vous les médecins et les soignants. C'est assez précisément, j'aurais peut-être pas employé le mot dépatouiller, mais il y a quelque chose comme ça. C'est-à-dire d'abord il y a un premier flou, il me semble, dans le débat. Lequel qui est est-ce qu'on est en train de légiférer pour un ultime recours pour des situations exceptionnelles, ou est-ce qu'on est en train de créer un nouveau droit à choisir le moment de sa fin de vie? L'exposé des motifs de la proposition de loi nous dit que c'est un ultime recours, et à mon sens, le texte est un texte
texte qui crée un nouveau droit à choisir le moment de sa fin de vie. Les deux sont possibles, on est en démocratie, mais je pense que pour beaucoup de députés, c'est pas clair ce qu'ils sont en train de voter. Est-ce qu'on veut régler quelques situations exceptionnelles ou est-ce qu'on veut offrir aux Français les possibilités de choisir le moment de leur fin de vie? Et c'est deux options complètement différentes. Et ça se traduit dans la composition de ce texte. Oui. Et comment ça se traduit? On dit beaucoup qu'il y a des critères stricts, que c'est très encadré. Or, nous, ce qu'on voit sur un plan médical, c'est que tous ces critères sont extrêmement subjectifs et extrêmement flous. Et que c'est nous qui allons avoir à faire avec ces critères qui ne permettent pas de tracer une ligne claire entre qui peut avoir accès à ce droit et qui n'y a pas accès. Alors justement, les critères, il y a 5 critères, est-ce que vous pouvez nous les rappeler? Donc il y a 2 critères objectifs qui sont le critère d'âge et le critère de résidence en France, qui sont là des critères relativement simples. Donc avoir 18 ans, être résident en France. Pour le moment en tout cas, c'est des critères, même s'ils ont été débattus, ces 2 critères, en tout cas pour le moment ils sont maintenus. Et puis après, il y a être atteint d'une maladie en phase avancée ou terminale. Donc là, le « ou » est extrêmement important, parce qu'une maladie en phase avancée, c'est complètement flou. La Haute Autorité de Santé l'a redit il y a 10 jours, on ne sait pas définir ce qu'est une maladie en phase avancée. Scientifiquement, on ne peut pas. Donc ça, en tout cas, ça ne se traduit par aucun pronostic. Donc ça veut dire que ça peut s'adresser à des gens qui ne sont pas en fin de vie. Ça veut dire que ce texte s'adresse à des gens qui ne sont pas en fin de vie. Il n'est pas question de régler des situations de fin de vie, mais bien en amont de la fin de vie, avec un pronostic vital engagé, sans autre précision. Donc là encore, si ça ne se traduit pas par quelque chose de temporel, le pronostic vital engagé, n'importe quelle maladie grave engage le pronostic vital. On a rajouté irréversible, ce qui est pour moi la même chose qu'une maladie incurable. Enfin, on avait déjà ça dans une maladie qu'on ne sait pas soigner. Et puis, le dernier critère, c'est présenter des souffrances physiques ou psychologiques qui sont évaluées par le patient lui-même. Ce qui est évident, il n'y a que le patient qui sait comment il souffre. Mais voilà, on a des critères qui sont extrêmement subjectifs et c'est nous, médecins, qui allons devoir décider qui remplit ces critères, alors que ces critères sont extrêmement flous. Et donc, on voit venir pour nous de très grandes difficultés, une très grande subjectivité, de très grandes différences, et en tout cas des difficultés certainement évidentes en équipe, avec les patients, avec les proches, pour interpréter ce texte. Il y a un sondage qui est paru, qui a été commandé par l'IFOP. Il a été mené auprès de 400 médecins. Je précise qu'il a été commandé par l'Association pour le droit à mourir, donc elle est favorable à cette loi. Et ce sondage donner ce chiffre de 74% des médecins qui ont été interrogés souhaitent que la France légalise la loi pour l'aide à mourir. Comment vous expliquez ce chiffre? Est-ce qu'il n'y a pas aussi une mauvaise expérience faite par les médecins, une mauvaise connaissance des lois de 2005, de 2016, une mauvaise connaissance, une mauvaise application? Alors, on sait tout ça. Ce qui est intéressant aussi, c'est que d'abord, c'est un sondage sur un très petit nombre de médecins. 400, c'est très peu. Et de toute spécialité. Donc, y compris de spécialités très éloignées de l'action de la fin de vie. Et ce qui est intéressant, donc, un dermatologue, par exemple, oui, concrètement. Ce qui est intéressant, c'est que si on lit ce sondage jusqu'à la fin, à la fin, on demande quand même aux médecins s'ils sont prêts à participer. Et là, il y a plus que 16% des médecins qui disent que oui, ils sont certainement prêts à participer. Et ce qui est intéressant aussi, c'est au Canada, il y a eu le même sondage quand la loi a été votée il y a 8 ans, où 70% des médecins disaient qu'ils étaient favorables. Et aujourd'hui, c'est 1,8% des médecins qui participent effectivement à des euthanasies. Et donc, la question n'est pas d'avoir l'avis des médecins sur le sujet, mais c'est de savoir qui est prêt à le faire. Parce que c'est de ça qu'il est question. Parce que c'est ça qu'on nous demande à nous. L'opinion en général, pour des médecins qui sont éloignés de ces questions de fin de vie, c'est normal qu'elles soient assez proches de celles de la population générale. La question, c'est qui va s'y coller? Vous, à la Société française d'accompagnement en soins palliatifs, vous avez fait des estimations sur les personnes éligibles selon les critères actuels, tels que vous nous les avez décrits. Vous arrivez à un chiffre de 1 million. Comment on arrive à ce chiffre stupéfiant de 1 million? Alors, qui est stupéfiant, et pourtant on a été extrêmement prudent. C'est-à-dire que c'est par exemple un cancer métastasé, c'est-à-dire un cancer qui a diffusé. C'est une maladie en phase avancée qui engage le pronostic vital, qui peut créer des souffrances. Donc c'est déjà 450 000 personnes. Une ESLA, une maladie de Charcot, c'est une maladie qui, dès le diagnostic, est en phase avancée, qui engage le pronostic vital. Une maladie de Parkinson, 150 000 patients. Un patient qui a une maladie pulmonaire oxygénodépendante, 100 000 patients. Des patients dialysés, 100 000 patients. Donc on arrive très vite à ce chiffre et on pourrait presque même dire que l'ensemble des patients atteints d'affections de longue durée, c'est-à-dire de maladies chroniques qu'on ne sait pas guérir, comme par exemple le diabète, ça en fait partie.
diabète insulinodépendant, le texte qui arrive précise qu'un patient qui refuse un traitement devient éligible. Et donc un patient insulinodépendant qui décide d'arrêter son insuline devient éligible. C'est un critère pour devenir éligible. Donc on voit qu'on s'adresse potentiellement à un nombre de personnes extrêmement important. On n'est plus du tout dans une loi d'exception, là. Voilà. Et c'est pour ça que pour nous, cette question entre l'ultime recours et le nouveau droit, on voit aussi dans les débats la façon de demander, à qui on demande, comment se fait la collégialité, tout est fait pour que ce soit facile. Il ne faut pas mettre d'entrave à ce droit. Et pour nous, la crainte, c'est que quand la société, elle vient dire si à un moment vous voulez mourir, on est d'accord. Par exemple, le texte initial, c'était une maladie. Ça a été changé pour dire affection, quelle qu'en soit la cause. C'est-à-dire qu'une personne accidentée peut être éligible et qu'on sait qu'au moment d'un accident grave, qu'au moment d'une annonce diagnostique difficile, l'envie de mourir peut être importante. Et puis on sait qu'après, il y a une phase de résilience qui se met en place. Mais ces patients-là, est-ce qu'ils auront le temps d'arriver jusqu'à cette phase de résilience, ou est-ce qu'au moment où on a envie de mourir parce que ce à quoi on fait face est tellement difficile, la société va dire ok, c'est d'accord pour nous. Et donc, ça ouvre un champ de questions gigantesque. Claire Fourcade, je voudrais vous faire réagir à une vidéo qui a été diffusée hier. C'est celle de Cyril. Cyril, il a eu un accident il y a 27 ans. Il est victime de ce qu'on appelle un syndrome, celui du locked-in syndrome. C'est-à-dire qu'il est enfermé à l'intérieur de lui. Les débats actuels à l'Assemblée nationale le mettent en colère. Et il a diffusé un message, il a enregistré un message avec sa femme, qui m'a donné l'autorisation de le diffuser. Je vous propose de regarder, puis on y revient ensemble après. On est très inquiet sur l'absence de limite à cette loi sur l'aide à mourir. Voilà, Cyril a eu un accident il y a 27 ans, il a voulu vivre, et tout au long de son parcours de vie, il a été semé d'embûches, d'infections, de difficultés, de plusieurs épisodes vitaux. Et à chaque fois, on a pu recueillir son avis ou permettre de lui sauver la vie. C'est la société qui lui a sauvé la vie. Ce sont les médecins, les soignants, ce sont les proches, ce sont toute la solidarité qui s'est jouée autour de lui et tout l'amour qui nous a aussi renvoyé, tout ce qui nous a permis aussi de nous dépasser dans cette situation qui est singulière. Donc voilà, notre inquiétude, on voudrait la partager avec ceux qui sont éligibles comme nous, les malades psychiques, physiques, les handicapés physiques, les malades chroniques, etc. Et donc tous ceux qui sont éligibles, tous ceux qui sont avec leurs aidants, leurs proches, on aimerait se rassembler. On aimerait se rassembler autour de l'Assemblée nationale samedi prochain, de façon spontanée, pour dire à nos députés, eh bien, aidez-nous à vivre plutôt qu'à mourir. Magali et Cyril parlent d'un sentiment d'abandon des plus vulnérables. Vous rejoignez leur avis? Alors, moi, je crois vraiment que le message collectif de la société, ce dont il est question dans ce débat, c'est pas la demande de mort. Des demandes de mort existent, elles sont beaucoup plus rares que ce qu'on croit. Elles existent avant la loi, elles existeront après. La question, c'est comment collectivement on y répond. Et aujourd'hui, on a une société qui dit non. À une personne qui a tenté de se suicider, à une personne qui est en fin de vie, on ne veut pas vous faire mourir parce qu'on tient à vous. On vous réanime, on vous accompagne, on vous soulage, on vous soigne, on vous fait vivre. Cyril, c'est la société qui l'a fait vivre depuis 27 ans. Et je trouve que ce message est essentiel. Et le prix à payer pour changer ce message dans les années à venir me paraît extrêmement important. Et les premiers pour qui on va envoyer un message qui dit après tout, si vous voulez mourir, on est d'accord, c'est des personnes comme Cyril. Et je trouve que ces gens éligibles, je vois beaucoup je reçois beaucoup de messages, je vois cette inquiétude-là des gens à qui la société vient dire après tout, pensez-y. Et je trouve que c'est quelque chose de très douloureux. La réalité de la fin de vie, c'est votre quotidien, Claire Fourcade, à Narbonne. Vous êtes médecin dans un dans un service de soins palliatifs. Vous écrivez que d'ailleurs, en unité de soins palliatifs, on parle très peu souvent d'euthanasie. Alors, ce dont les gens parlent, c'est ce dont nos patients parlent et ce dont on parle avec eux et on met la conversation aussi sur ces sujets-là, c'est qu'est-ce qui vous fait peur ? Qu'est-ce qui compte pour vous ? Qu'est-ce qui est important ? Qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que vous ne voulez pas ? Et notre travail, c'est tout le long de cet accompagnement qui doit être le plus précoce possible, d'avoir ce qu'on appelle des discussions anticipées, d'échanger avec les patients pour pouvoir ajuster les soins qui leur sont proposés à ce qui est important pour eux. Et
ce qu'on constate au quotidien avec ces patients-là. On accompagne, nous, 750 patients chaque année, 750 nouveaux patients. Voilà, on trouve des chemins d'accompagnement, même quand la vie est difficile. Et puis moi, ce qui continue de me frapper après 25 ans, c'est comment la vie est présente dans ces lieux-là, combien il y a de vie et de concentré de vie. Quelle est la suite là pour vous? Le vote est prévu dans 6 jours, le 27 mai. Vous allez à la rencontre des députés. Vous m'avez dit tout à l'heure que leur avis n'est pas encore tout à fait fait. Vous allez les rencontrer, vous discutez avec eux. C'est ça aussi votre job de présidente de la SFAP? Absolument. En tout cas, on s'était lancé dans ce débat public depuis déjà maintenant plusieurs années, ce qui est difficile pour nous soignants. C'est pas du tout notre métier ni notre habitude, avec l'idée qu'il fallait que le réel soit présent dans le débat, qu'on peut pas juste débattre de grandes idées, la liberté, la dignité. Il y a eu une tribune la semaine dernière dans Le Monde qui dit faisons fi des détails du réel et parlons des grandes idées. Moi, je dirais l'inverse. Ce qui compte, c'est le réel. Oui. C'est qu'est-ce qui se passe vraiment. Nos patients, ils disent pas liberté, dignité, ils disent j'ai mal, j'ai peur, et c'est de ça qu'il est question, et c'est ça qu'on voulait mettre dans le débat. Il y a encore un nombre important de députés qui disent qui sont partagés sur ce texte, et donc nous, quand on les rencontre, l'idée c'est de leur dire voilà ce qui se passe, voilà comment ça se passe, voilà ce qui est possible, et si on s'y met tous, c'est possible de dire non à la demande de mort, de dire non, notre société n'y consent pas, mais à condition de s'engager à être tous là pour accompagner, pas seulement nous les soignants, mais tous comme société. Si on est tous là, on peut le faire. Et qu'est-ce que vous constatez lors de ces rencontres, des députés qui connaissent assez peu le sujet, qui sont ouverts, ne serait-ce à la discussion, à la rencontre justement avec... Alors ceux qu'on rencontre, c'est ceux qui sont ouverts au sujet, hein, bien sûr, mais je trouve qu'il y a beaucoup de curiosité, c'est des échanges qui sont toujours longs, qui sont souvent assez profonds, assez souvent pour une grande majorité de députés, ils connaissent très mal le sujet, ce qui est normal, hein. Beaucoup s'y plongent parce que le texte arrive, certains s'y sont intéressés déjà avant, mais beaucoup le découvrent, et donc voilà, leur responsabilité est énorme aussi, hein, parce que et un député écologiste m'a dit voilà, quand on fait le repas à 1 €, on peut se permettre de se planter, mais sur un sujet comme ça, je serais plutôt favorable, mais j'ai peur de me tromper et je préfère ne pas voter peut-être une loi de progrès plutôt que de prendre le risque de voter une mauvaise loi. Et moi, je crois que ce principe de précaution, il devrait s'appliquer pour chaque député. Dans le doute, ne votons pas un texte qui pourrait fragiliser le lien avec les personnes les plus vulnérables. Vous allez continuer vos rencontres là d'ici le 27 Absolument. mai, c'est ça? Absolument. C'est votre priorité, enfin vous Bien partagez sûr. avec votre travail de médecin, hein, à Narbonne. Et puis, heureusement, on est nombreux, et voilà, mais l'idée, c'est jusqu'au bout. On peut continuer à essayer de comprendre, on peut continuer à essayer de mesurer les enjeux de ce vote. Merci Claire Fourcade. Je rappelle le titre de votre livre, c'est Journal de la fin de vie. Hein. C'est aux éditions Fayard, un journal de bord qui relate donc votre quotidien de médecin en soins palliatifs, et puis votre quotidien aussi de présidente de la SFAP. Et puis quand on vous lit, eh bien, on a l'impression qu'une unité de soins palliatifs, c'est un petit concentré d'une utopie d'humanité. Hein. C'est vraiment, c'est vos termes, hein, dernier demeure de l'utopie, la rencontre, l'écoute, la confiance réciproque, l'humilité, hein, sont au cœur de votre... Possible. C'est ça qui est, c'est possible. Tous les jours. Voilà, c'est possible, même à Narbonne dans l'Aude. Merci d'avoir été avec nous, Claire Fourcade. Merci. On passe à un tout autre sujet maintenant. Le grand historien de la Seconde Guerre mondiale, Olivier Vivorca, co-signe avec le général Durieux un ouvrage collectif qui revient sur l'histoire de la stratégie de la guerre à travers ses grands penseurs. Je vous propose d'écouter un autre historien militaire, c'est Benoît Bihan, et on se retrouve tout de suite avec Olivier Vivorca. Les difficultés commencent quand intervient la stratégie. La stratégie, c'est l'art d'utiliser les combats favorablement à la guerre. L'expression n'est pas de moi, elle est de Clausewitz. C'est-à-dire comment... Le grand théoricien. Le grand théoricien. La question, c'est comment on va utiliser cette matière tactique pour arriver à faire avancer des buts qui, eux, sont politiques. Or, et c'est l'image qu'on donne dans le livre, cette tactique, elle ne se laisse pas facilement gouverner par ses buts politiques. Elle a sa raison propre, d'une certaine manière. Le combat a sa propre logique. Il va vous attirer dans des directions imprévues, un peu comme un cheval que vous essayeriez de monter à cru sans étrier, sans harnachement. Le cavalier, c'est le stratège, le cheval, c'est la tactique. Il manque quelque chose entre les deux pour que le cheval aille dans la direction que souhaite le cavalier, et c'est ça l'art opératif. C'est comment on fait contribuer cette matière tactique, comment le combat va être mis au service de la stratégie. Et pour ça, il y a un instrument, donc une doctrine, une discipline qui est l'art opératif.
Et il y a cette discipline permet de construire des opérations, d'où le terme d'art opératif, qui sont des séquences de combat et d'action, de manœuvre, pour atteindre ses buts politiques. Bonjour Olivier Vivorca. Bonjour. Vous co-signez avec le général Benoît Durieux cet ouvrage, Les maîtres de la stratégie, penser les guerres d'hier, comprendre les conflits d'aujourd'hui. Ça s'est imposé assez vite parce que la guerre, depuis 3 ans, elle est revenue sur le continent européen. C'est ça, avec cette guerre de la Russie contre l'Ukraine? Oui, absolument. Ce que nous avons voulu faire avec le général Durieux, c'était au fond d'offrir aux lecteurs des clés pour comprendre une situation contemporaine. Les guerres n'ont jamais disparu de l'histoire de l'humanité, mais il est vrai qu'elles font leur retour aujourd'hui, y compris sur le sol européen. Donc cette idée de vouloir donner des clés en revenant aux grands stratégistes, aux grands penseurs de la guerre, qui précisément nous aident à décrypter non seulement le passé, mais également le présent. Alors justement, honneur aux plus anciens, les maîtres de la stratégie de Sun Tzu à Warden. Le plus ancien des stratèges, c'est donc Sun Tzu. On est au 6e siècle, c'est ça, avant Jésus-Christ? C'est un Alors, Chinois. plus exactement, 4e siècle. 4e siècle, pardon. Avant Jésus-Christ. Voilà, et c'est donc un Chinois dont on sait assez peu de choses, qui n'a pas certainement écrit un livre, mais qui a laissé des traces qui ont été recueillies, sédimentées, synthétisées, enrichies, pour donner cet art de la guerre qui, aujourd'hui encore, est un best-seller. Et pourquoi c'est un best-seller? Pourquoi un auteur du 4e siècle ça veut dire un best-seller? Ça veut dire il a toujours une influence sur Alors, il y a deux ceux choses. Qui pensent à la guerre, enfin, à faire la guerre? Oui, il est lu. Et il a une influence plus limitée peut-être que ce que l'on croit, parce que sur les militaires eux-mêmes, il a eu une influence modérée, y compris en Chine, même si c'est une figure tutélaire. Mais en revanche, les patrons, les commerciaux utilisent Sun Tzu pour mener des stratégies commerciales. Alors pourquoi? Parce que c'est un esprit extrêmement brillant, qui insiste sur la nature de la guerre. Lui ne fait pas de morale, il ne dit pas que la guerre est bien, il ne dit pas que la guerre est mal, il dit que la guerre existe et qu'elle fait partie des sociétés, que également pour gagner la guerre, le mieux serait d'éviter d'engager le combat. Donc la plus belle des victoires, c'est une guerre sans bataille, que l'on peut obtenir par la ruse, que l'on peut obtenir de manière détourner, au fond, ce qu'on pourrait appeler une stratégie indirecte. Oui. Et donc tous ces éléments ont énormément frappé les esprits. L'autre élément, alors peut-être en défaveur de Sun Tzu, c'est que comme il procède par aphorisme, chacun y trouve un peu ce qu'il désire. Alors, un nom qui est plus connu du grand public et un des grands penseurs, c'est Nicolas Machiavel, l'auteur du Prince. Qu'est-ce qu'il a apporté comme héritage? Quel est l'héritage de Machiavel? Alors, il y a un héritage de Machiavel qui résulte effectivement du Prince, mais qui résulte également d'un livre qu'il a écrit en 1521, publié de son vivant, qui s'appelle L'art de la guerre. Et donc, lui, il insiste au fond sur la présence de la guerre, et il affirme que le souverain doit connaître la guerre. Alors ça vous paraît un petit peu évident peut-être. Évident, oui. Mais vous savez bien que vous avez logiquement une différence entre le politique et le militaire, que le politique ne doit pas nécessairement se mêler de la guerre et que la guerre relève du militaire. Lui dit au contraire que le politique doit avoir une culture de la guerre et que dans une certaine mesure la politique c'est de la guerre et que la guerre c'est de la politique. Et c'est à partir de ce moment qu'il essaye de réfléchir et il insiste sur tout un ensemble d'éléments. Le souverain doit donc connaître la guerre, il doit utiliser la force, il doit utiliser la ruse. Au fond, l'idée c'est que le souverain ne doit pas nécessairement agir pour le bien de la cité, ou plus exactement que le bien de la cité, c'est d'être défendu. Il faut réussir à maintenir la concorde à l'intérieur et à intimer la peur à l'extérieur pour protéger ses concitoyens. Et donc Machiavel est machiavélique au sens trivial du terme, parce qu'il insiste justement sur la ruse, sur des méthodes, pourrait-on dire, peu honorables pour gagner la guerre, un point qui lui tient à cœur, bien évidemment. Alors, plus près de nous, c'est Karl von Clausewitz, un Prussien. Pourquoi on le qualifie, Clausewitz, de plus grand stratège du XXe siècle? Alors, très sincèrement, c'est énorme. Clausewitz, c'est véritablement un penseur énorme. Énorme, ça veut dire majeur, c'est ça? Majeur, oui, il faut Pourquoi? dire que c'est un penseur majeur. Alors, en fait, si vous voulez, Clausewitz, ce qui est intéressant, c'est que c'est un guerrier. Et donc, Raymond Aron, on va utiliser un terme très pédant, il dit que c'est une praxéologie. Il a essayé de théoriser ce qu'il a vécu
mais également ce à quoi il a assisté. Ce à quoi il a assisté, c'est quoi? C'est la guerre de Bonaparte, c'est la guerre de Napoléon. Et donc ça l'a énormément frappé, il a essayé de réfléchir à ce phénomène. Donc il est parti du terrain pour aller sur la théorie, c'est ça que ça veut dire? Absolument, exactement. Et il essaye de réfléchir à cette nature de la guerre. Alors, il montre, il y a énormément de choses qui sont capitales à retenir de Clausewitz. D'abord, il dit que la guerre a une dynamique propre. Et cette dynamique propre, elle peut conduire à ce qu'il appelle une ascension aux extrêmes. Et donc, à un certain moment, si vous voulez, la guerre s'échappe de la boîte de Pandore et devient incontrôlable et peut se caractériser effectivement par cette ascension aux extrêmes. Et ça, c'est un élément tout à fait important. L'autre élément de Clausewitz, c'est la célèbre formule « La guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens », ce qui signifie deux choses. La première chose, c'est que la guerre est fondamentalement politique. Et on le voit bien aujourd'hui en Ukraine. L'objectif de la guerre est un objectif politique et pas simplement de prendre un ou deux oblasts. Et il ne faut pas l'oublier. Mais si la guerre est aussi politique, c'est parce que, dit-il, c'est un moyen d'imposer une vision politique par un autre moyen que la diplomatie, à savoir la bataille. Voilà l'un des héritages de Clausewitz. Autre élément qui me paraît absolument génial, c'est que Clausewitz dit bien que la victoire n'est pas la paix. Et là, on le voit bien actuellement au Moyen-Orient. Ça fait écho, oui, voilà. à ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'Israël a une victoire sur le terrain, mais que cette victoire n'est pas la paix. Elle n'a pas obtenu, Israël, ce à quoi elle voulait prétendre, à supposer qu'elle sache ce qu'elle veut. Et donc ces éléments sont précieux pour comprendre que, comme le dit Clausewitz, l'homme d'État doit quand même réfléchir aussi au type de paix qu'il souhaite lorsqu'il engage la guerre. Justement, vous évoquez les conflits actuels, les conflits internationaux, la Russie, l'Ukraine, Israël, ce qui se passe à Gaza. Est-ce que vous voyez chez Netanyahou, chez Poutine, l'influence, un héritage justement des grands stratèges de la guerre, de la pensée militaire? Non, je ne le crois pas. C'est justement un des éléments les plus étonnants, c'est se demander si, en engageant la guerre, au fond, ces hommes politiques ont réfléchi. Et ont réfléchi notamment au type de paix qu'ils souhaitent. Alors bien entendu, si le rêve de Vladimir Poutine, c'est d'annexer, de conquérir l'Ukraine et de briser Zelensky, bon, mais c'est pas un but de guerre. Enfin, c'est un but de guerre tellement nébuleux et qui aujourd'hui apparaît tellement hors d'atteinte qu'on ne peut pas le considérer comme un but de guerre rationnel. Donc au contraire, moi, ce qui me frappe, c'est précisément que ces auteurs n'aient pas été lus. Justement, continuons notre conversation sur ces stratèges. On a parlé de personnalités très connues. Il y a des stratèges méconnus, mais dont l'impact est considérable. Je pense au Français André Brouffre. C'est un ancien compagnon, c'est ça, du maréchal de Latte, et c'est lui qui préconise dès 1945 la dissuasion nucléaire pour la France. C'est bien ça? Oui, vous avez entièrement raison. Ce qu'il faut bien souligner, c'est que lorsque la bombe a été utilisée, à Hiroshima d'abord et à Nagasaki ensuite, c'est une super bombe. C'est-à-dire que le caractère novateur de l'atome n'est pas compris. On l'utilise comme une bombe surpuissante. Voilà. Et donc Bauffre va être, avec d'autres, l'américain Brody, puis les Français, oui. Il va essayer de réfléchir à la nouveauté que porte l'atome. Et dans cette réflexion, il insiste bien, Bauffre, sur la dissuasion. Alors, l'un des éléments importants, c'est que l'arme nucléaire, et c'est ici une rupture stratégique fondamentale, c'est que c'est une arme dont on ne doit pas se servir. Jusqu'alors, les militaires réfléchissaient à la meilleure manière d'utiliser l'arme. Là, les militaires vont réfléchir à la meilleure manière d'éviter de l'utiliser. C'est une rupture. Donc c'est une rupture absolument fondamentale. Donc il faut faire effectivement une dissuasion nucléaire, mais là où Bauffre est particulièrement intelligent, c'est qu'il souligne que la dissuasion nucléaire ne suffit pas à écarter les périls, ce que l'on voit aujourd'hui. La dissuasion nucléaire n'empêche pas la guerre. Et donc il faut, ajoute-t-il, bien réfléchir à d'autres moyens de dissuasion, c'est-à-dire d'empêcher l'adversaire de nous frapper. Il insiste donc sur la nécessité de développer une armée conventionnelle, également de développer des unités très mobiles pour pouvoir se projeter sur des théâtres d'opération. Et il insiste aussi, et c'est aussi une rupture avec certains de ses collègues, sur ce qu'on appelle le nucléaire tactique. C'est-à-dire que certains stratèges sont partisans du tout ou rien. Donc, tout ou rien, rien, ou on envoie la bombe. Et d'autres affirment qu'il faut au contraire graduer et utiliser ce qu'on appelle le nucléaire tactique,
menace que Poutine a brandie, en disant voilà, je ne vais pas envoyer des bombes atomiques sur Kiev, mais je vais envoyer des engins localisés sur. Et vous voyez bien le problème, les uns disent que si on utilise le nucléaire tactique, cela veut dire que quelque part on n'a pas confiance dans le nucléaire stratégique, puisque précisément on a été agressé, et d'autres affirment que avancer sur l'échelle nucléaire, c'est montrer à l'adversaire sa détermination. Et Beaufre se range dans cette catégorie. Autre point très intéressant, il insiste également sur l'idée que les citoyens doivent participer à leur défense. Oui. De quelle façon ? Eh bien, un peu à la Suisse. Hein, voilà, c'est-à-dire de façon ponctuelle, comme des réservistes, c'est ça ? Voilà, il devrait y avoir une préparation citoyenne à la guerre qui fasse que les individus soient concernés. Alors c'était ce qu'on appelait la défense opérationnelle du territoire à l'époque du général de Gaulle. Petite parenthèse encore, puisque vous parlez de Beaufre, hein. On a parlé de Beaufre, on va peut-être parler de Svietchine. En règle générale, quand même, ces stratèges ont eu un destin assez malheureux. Hein. Beaufre n'a pas eu les postes auxquels il aurait pu prétendre. Svietchine a été fusillé. Donc, mais Beaufre, il n'a pas eu les postes auxquels il prétendait. Il aurait dû être chef d'état-major des armées. Et je pense. Mais parce que ces théories ou ce qu'il portait comme comment disqualifié, c'est ça en fait ? Oui, donc déjà, ce n'était pas un gaulliste pur sucre, parce que pendant la guerre, il a été plutôt du côté du général Giraud. Donc ce n'est pas, si vous voulez, un gaulliste de juin 40, ni même de novembre 1942. Il a une certaine indépendance d'esprit. Et du coup, effectivement, le général de Gaulle ne va pas lui confier les clés de l'état-major général des armées. Et aujourd'hui, comment résonne ce que pensent les théories, ou pas les croyances, le terme n'est pas approprié, mais l'héritage de Beaufre, il existe chez les militaires français, il a toute sa place. Vous avez une redécouverte de Beaufre, vous avez le contributeur qui a offert le papier sur Beaufre, qui publie bientôt une biographie du général Beaufre, ainsi que des essais théorique. Il est clair que Beaufre, il y a un héritage qui nous aide à penser le monde contemporain. Plusieurs exemples. L'idée qu'il faut aussi une armée conventionnelle, que le nucléaire ne suffit pas, voilà une idée. On voit bien que l'idée de service militaire refait un peu son apparition, mais on voit bien qu'on n'aura plus jamais une armée de conscription. Comment, au fond, mobiliser les esprits, comment mobiliser les individus pour que les Français participent à leur défense, ça aussi c'est un héritage de Beaufre. Le nucléaire tactique, pourquoi pas, c'est un débat qu'il faut bien évidemment avoir. Donc tous ces éléments montrent que la pensée du général Beaufre est encore bien présente dans les cercles militaires. Alors on ne peut pas parler de tout le monde, mais on peut évoquer en quelques mots, parce que notre entretien commence à toucher à sa fin, c'est Bernard Brodie, c'est un Américain, c'est l'autre pionnier de la stratégie nucléaire. Je crois qu'il est surnommé le Clausewitz, un civil et pionnier, hein, c'est ça ? Oui, tout à fait. Donc c'est un individu qui n'est pas un militaire, c'est un penseur civil, et qui au départ s'est spécialisé dans la réflexion sur le naval, hein, sur la composante navale de la stratégie. Donc au départ, c'est un navaliste, et puis Hiroshima arrive, Nagasaki arrive, et il commence à penser au nucléaire. Alors, ce qui est intéressant chez Brodie, c'est qu'il affirme que le nucléaire rend toutes les puissances vulnérables, et notamment, souligne-t-il, les villes. Et au fond, ajoute-t-il, cela veut dire qu'il n'y a pas de défense véritablement efficace contre le nucléaire. On affirme que avec le nucléaire, la guerre est impossible. Oui. Brodie ne le dit pas, ne reprend pas cette affirmation à son compte. Il pense qu'au contraire, une guerre est possible. Et donc, pour éviter cette possibilité de la guerre, il faut bien évidemment insister sur la dissuasion. Donc, Brodie est un des pères de la dissuasion nucléaire américaine. Mais il faut aussi, et ça c'est un élément tout à fait original, essayer d'arriver à une maîtrise des armements. Et dans cette mesure, l'héritage de Brodie est très fort dans les années 60, dans les années 70, quand vous avez un dialogue entre les Américains d'une part et les Soviétiques de l'autre, pour essayer au fond de domestiquer la bête, d'éviter une course aux armements, d'éviter une course qui pourrait au fond entraîner une forme d'escalade. Brodie dit non, il faut essayer de négocier, il faut essayer de discuter pour arriver au fond à cette maîtrise, hein, de cette arme absolue. Autre élément intéressant, je termine, autre élément très intéressant, il insiste sur l'importance d'avoir du nucléaire en Europe pour les Américains, ce qui là aussi, avec la présidence de Donald Trump, n'est pas sans intérêt.
Merci Olivier Vivorca. Je rappelle le titre de ce livre que vous avez dirigé avec le général Benoît Durieux, Les maîtres de la stratégie. C'est aux éditions du Seuil avec de nombreux collaborateurs qui ont signé les différentes biographies et parcours des stratèges, des maîtres de la stratégie. Point de vue, c'est déjà fini. Merci de votre fidélité. Demain, vous retrouvez Vincent Roux aux manettes de l'émission. Quant à nous, on se retrouve mardi prochain. Bonne journée sur le Figaro TV. À bientôt.